C'était l'histoire d'un jeune garçon qui rêvait de liberté. Un enfant qui, cloîtré entre des murs immenses, ne pouvait ni découvrir le monde extérieur, ni même observer l'horizon. Un individu qui, depuis sa plus tendre enfance, ne supporte pas qu'on lui prenne sa liberté et est prêt à tout pour l'obtenir. Si quelqu'un essaye de me voler ma liberté, je lui vole la sienne en premier. Tels étaient ses mots à son frère Sig dans l'épisode 20 de la saison 4. Pour obtenir ma liberté de mes mains, je vais voler celle du monde entier. Ce sont les mots adressés par Eren à ses camarades de la 104e brigade d'entraînement dans l'épisode 29 de la saison 4. Tel est son tempérament depuis qu'il est venu au monde. L'écriture d'un des personnages les mieux écrits de l'histoire des mangas arrive à son terme en animé. Il l'avait dit dès le départ, il les exterminera tous jusqu'au dernier. Aujourd'hui, alors que l'acte final de l'attaque des titans s'ouvre à nous, Eren s'en va pour détruire le monde. Souhait, fatalité, unique solution ou simple caprice, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce grand terrassement? Bienvenue dans l'analyse complète, approfondie de l'épisode 29 et 30 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Un épisode spécial d'1 heure. Si vous voulez vivre avec moi la fin de ce chef-d'œuvre et regarder d'autres analyses sur l'attaque des titans, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un like si vous avez apprécié l'analyse. Bien, il est temps pour nous de prendre notre envol pour analyser cet épisode librement. Eren déclenche le grand terrassement et nous voyons au fur et à mesure de l'avancée de celui-ci un flashback de Eren dans les rues de Mar qui décrit la mentalité et la fatalité d'Eren. Mais avant d'analyser celle-ci, j'aimerais dire un mot sur mon ressenti du grand terrassement, de cette fameuse scène. C'était choquant. J'avais lu un seul chapitre après la fin de la saison 4 partie 2, donc j'avais déjà vu le début du grand terrassement. J'avais vu Ramsey et Halil se faire écrabouiller, mais en anime, c'était à un autre niveau. J'étais encore plus choqué que lors de ma lecture du chapitre, ou plutôt pour la partie après la mort de Ramsey qui d'ailleurs est rallongée dans l'anime. Par exemple, dans le chapitre 131, on ne voit pas les grands-parents de Eren sur le point de se faire tuer. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que beaucoup les aient reconnus. J'ai vu notamment la review du chef Otaku et de Léo et Max. Aucun des deux ne l'ont relevé. Donc sachez qu'il s'agit bien des grands-parents de Eren. On a vu le grand-père dans la saison 4 partie 2. La mort de Ramsey et Halil m'a quand même, je pense, un peu plus choqué en manga. Au début, quand on entend simplement le sol gronder, la musique est lente. On a juste de faibles touches de piano. Et au fur et à mesure que le grand terrassement s'approche, la musique s'accélère. La musique est pesante quand elle est lente, et les expressions de visage de Ramsey lors de son cri de douleur, c'était effroyable. Son visage se déformait quand il hurlait de façon si réaliste. Ça, couplé à la musique, on sentait tout le désespoir mélangé à la souffrance dans ce cri. Mention spéciale aussi à la dame qui pleure avec ses enfants au milieu de cet enfer. Je n'ai jamais vu des larmes aussi réalistes. J'ai vraiment senti que ces larmes traduisaient parfaitement le sentiment de désespoir et de détresse. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Pareil pour les larmes de Falco, qui a appris que la terre qu'il a vu grandir, le camp de Revelio, a été balayée par le grand terrassement. Dans le manga, il y avait une planche qui m'avait marqué, et dont l'adaptation m'a un peu déçu dans l'épisode. C'est cette planche. On a Ramsey qui ne peut pas voir le titan derrière lui, et le titan lève la jambe, et elle est sur le point de l'écraser. Et toi, tu t'imagines le pas l'écraser avant même de lire la page suivante. Tandis que Ramsey, il ne sait pas à quel moment exactement il va mourir. C'est ça qui est horrible. Dans l'anime, le pied du titan est beaucoup trop grand par rapport à Ramsey. Voyez-vous même la différence. Et la prise de vue est moins impressionnante. On dirait juste qu'il est choqué de la mort de Halil, et pas qu'il essaye de fuir. Dans le manga, le torse en avant mélangé aux larmes, j'ai bien l'impression qu'il pleure la mort de son ami en essayant en même temps de s'échapper, mais il ne peut pas parce qu'il a la jambe écrabouillée. C'est horrible. Après, bien sûr, ce sont que mes ressentis et mes interprétations. 砂の雪原この世で一番の自由を手に入れた者これが自由だ Dans ce grand terrassement, un autre passage m'a beaucoup marqué. Alors que peu à peu, la musique et le bruit diminuaient de volume, nous apercevons cet homme, armé d'un pistolet, qui, alors qu'un des titans colossaux du grand terrassement est à son talon, décide de mettre fin à ses jours. Cette scène est un ajout de l'animé, mais ce n'est pas sans rappeler une scène de la saison 1 où un membre du ravitaillement, de la même manière que cet homme, se suicide tandis que les titans à l'extérieur menacent de les tuer. Le point commun de ces deux scènes, c'est que les deux ont perdu espoir et ils se savent condamnés, même si dans les faits, la fille aurait pu survivre grâce à Eren qui est venu après en titan. Mais bon, elle n'était pas au courant. Et se sachant condamnée, plutôt que de
mourir dans d'atroces souffrances, l'une dévorée par un titan se voyant lentement approcher de la gueule de celui-ci avant de se faire croquer, intensifiant sa peur comme ce cher Berthold par exemple, avant de se faire mâcher par Armin, et l'autre piétiner cruellement. Ils préfèrent mourir rapidement et docilement plutôt que suivre leur instinct de survie. Éviter cette souffrance, au-delà d'éviter la mort. 暴力の限りを尽くす俺が正義を気取っていいわけないだろう。エルディアを救うためそれだけじゃない。 Eren dans toute sa complexité. Le flashback, couplé aux scènes du grand terrassement, avec tout le monologue interne, la réflexion du personnage, suivi de sa tirade à Ramsey en larmes, sont pour moi la meilleure partie de l'épisode. Ou plutôt du double épisode. Jusqu'ici, Eren était perçu comme très antipathique envers tout le monde, et particulièrement envers les gens du monde extérieur. Il jouait simplement un rôle pour endormir la méfiance de Sig, et pouvoir exécuter son plan du grand terrassement. On a vu un début d'Eren empathique dans le flashback de l'épisode d'avant, justement, qui se déroule la même journée que cette scène marquante. Dans le présent, nous avons entrevu au moins un moment de faiblesse où son vrai lui ressurgit, au moment où Sig se préparait à hurler pour transformer les membres des brigades spéciales ayant ingéré son liquide cérébrospinal en titan. À ce moment-là, il a réagi en disant à Sig d'attendre. En réalité, il ne voulait pas que ses camarades se fassent transformer. Cependant, quand il s'agit de ceux qui peuplent l'extérieur des murs, il ne fit pas preuve d'une grande empathie, allant jusqu'à tuer des enfants sans vergogne lors de l'attaque du camp de Revelio, durant la déclaration de guerre de Willy Tybur. Et lorsqu'il était question du grand terrassement, nous n'avions vu aucune once de remords ou de culpabilité de la part d'Eren. C'est pourquoi ce passage de l'épisode est extrêmement intéressant. On comprend que Eren a conscience de ce qu'il fait, conscience de l'atrocité de ses actes, et essaie de se convaincre qu'il n'a pas le choix. En fait, le problème, et c'est ce qui est vraiment complexe, avec ce fameux grand terrassement, depuis que le pouvoir du titan assaillant nous a été révélé, c'est l'opposition entre liberté et fatalité. D'un côté, Eren est en quête de liberté et est libre de ses actions. A priori, il est le dernier détenteur du titan assaillant, et par conséquent, ne reçoit point de souvenir du futur, qui lui dicte quoi faire, comme ce fut par exemple le cas pour Grisha. Il est le détenteur ultime du titan assaillant, le seul à avoir découvert et utilisé son pouvoir en 2000 ans. Celui qui a poussé ses prédécesseurs à se battre et à toujours aller de l'avant. Il a façonné l'histoire comme il le voulait. Mais d'un autre côté, il l'a façonné ainsi parce que, pour que le présent qu'il connaît se réalise, il fallait qu'il façonne le passé qui mène à ce présent, ou plutôt à ce futur. C'est pour ça que dans la grotte des Reiss, il poussa son père à décimer la famille Reiss, entièrement à l'exception de Rod Reiss, le père d'Historia. C'est que pour le futur qu'il connaît où il rencontre Rod Reiss, se réalise. C'est ça le paradoxe. Le Eren du futur agit sur le passé comme il le souhaite, mais en réalité, il agit sur le passé de façon à ce que le futur qu'il connaît se réalise, puisque futur et passé sont immuables. C'est ça la boucle temporelle et tout le paradoxe. De la même manière, en ce qui concerne le grand terrassement, Eren certes ne reçoit pas de souvenirs de futur détenteur du Shingeki no Kyojin, mais il reçoit ses propres souvenirs du futur. Et ces souvenirs lui dictent aussi quelque part comment agir. Il fait ça parce que le futur est ainsi fait et le futur est immuable. Il doit arriver quoi que fasse Eren. On a un exemple dans l'épisode, quand Eren assiste à la scène où Ramsey se fait tabasser, et sait qu'il va le sauver parce qu'il a eu un souvenir du futur où il le sauvait. Eh bien il s'avance mais se rétracte. Il se rend compte de l'absurdité de ce qu'il s'apprête à faire. Sauver un gamin qu'il va tuer violemment dans un futur proche. Et pourtant, il le sauve quand même. Même s'il a décidé de ne pas le sauver, il l'a quand même sauvé en définitif. Et c'est là que Eren le dit textuellement, on dirait que le futur ne change pas. Et plus tôt dans l'épisode, il dit « Je vais les massacrer, c'est écrit ». Donc oui, Eren est destiné à lancer le grand terrassement. En fait, tous les souvenirs que Eren a du futur qui lui viennent donc par morceaux, par bribes, sont immuables. C'est entre guillemets photographie temporelle, vont avoir lieu. C'est écrit, c'est comme ça. En ce qui concerne le chemin pour y arriver, il est inconnu. Mais cet événement envoyé du futur au passé, par Eren, aura lieu. En fait, Eren a accès à ses souvenirs du futur indirectement. C'est Eren du futur qui envoie des souvenirs du futur à Grisha, donc le père d'Eren. Et Eren ayant accès aux souvenirs des anciens détenteurs de son titan, comme n'importe quel détenteur de titan primordial, a accès aux souvenirs de son père et donc aussi aux souvenirs de son lui du futur qui ont été envoyés à Grisha. Donc Eren est destiné à faire tout ça, mais quelque part, c'est lui qui a décidé de le faire. Parce que celui qui le pousse à faire ça, c'est son lui du futur. Donc lui-même. Si c'est à cause d'Eren que Eren doit agir ainsi, est-il libre ou pas? En un sens, oui, parce que c'est lui-même en définitive qui fait tout ça. Mais d'un autre sens, non, parce que le Eren d'aujourd'hui fait ça parce que le futur lui dit qu'il fera ça. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois cette scène avec Ramsey où Eren dit que le futur est immuable.
Sous-entendant que même si plus tôt il a décidé consciemment de ne pas sauver Ramsey, vu que ça ne servait à rien, eh bien il l'a sauvé quand même, mais on ne nous montre pas comment on est passé de Eren renonce à sauver Ramsey à Eren le sauve quand même et comprend qu'il était obligé. Nous pouvons alors supposer que c'est vraiment l'instinct même d'Eren qui s'exprime, son fameux tempérament de toujours aller de l'avant, qu'il répète au cours de l'épisode lorsqu'il transporte ses amis dans la dimension du chemin. Des mots qu'il avait aussi dit à Falco, même en ne voulant pas faire tout ça, au fond en écoutant son instinct, il le fait. Et là son instinct est de jouer les justiciers. Donc en fait, pour le grand terrassement, même s'il fait ça parce que le futur est ainsi fait, au fond, il fait ça parce que c'est ce que Eren Yeager intrinsèquement aurait fait même de lui-même. Aller de l'avant. Il donne des explications d'ailleurs plus tard. Les explications sont choquantes. C'est pour sauver l'île d'une part, mais c'est aussi pour que le monde colle à ce qu'il avait imaginé étant enfant. Et quand il prononce ces mots, en manga, ça m'avait profondément choqué et marqué. Puisque je le répète, j'ai lu le chapitre 131 en manga, mais pas plus. Parce que moi, quand j'ai appris que l'humanité avait prospéré au-delà des murs, c'était une véritable joie et un soulagement, même si je m'en doutais avant la révélation de la cave. Eren, lui, est déçu. L'image qui s'était fait du monde extérieur, c'était un monde vierge, où seule la nature s'étend, sans constructions humaines et sans humains, que des paysages magnifiques naturels. Comme dirait le célèbre adage, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc en fait, il suffit qu'il y ait qu'un seul humain en dehors des murs, le moindre humain, pour que la liberté des reines ne soit pas totale. Surtout lorsqu'il s'agit d'ennemis. Il y en a plein au-delà des murs, mais même les innocents qui ne détestent pas les Eldiens sont coupables d'exister dans le monde vierge désiré par Eren. Ces humains et leur construction gâchent le paysage. Ces humains ne laissent pas Eren être libre de ses mouvements partout dans le monde. Le simple concept de frontière, même si Eren était un citoyen ordinaire, est un frein à sa liberté en soi. Et avant qu'on lui vole sa liberté, Eren vole celle des autres. C'est pourquoi aussi il a détruit le monde. N'importe qui peut potentiellement lui voler sa liberté quelque part si on veut pousser la chose loin. Cette volonté que le monde soit tel qu'on l'a imaginé, c'est vraiment un caprice d'enfant. Et pour cause, Eren l'a imaginé étant enfant, ce monde-là, quand il a consulté le livre d'Armin sur le monde extérieur. Et c'est sans doute pour ça que Eren est représenté enfant dans cette fameuse scène iconique où il est haut dans le ciel, les bras ouverts, contemplant le paysage, s'écriant « C'est ça la liberté ». Cette naïveté et innocence face aux crimes extrêmement graves, au génocide apocalyptique qu'il est en train de commettre, comme un petit enfant, Eren ne voit que la liberté dans ce paysage de sang. On voit à un moment que le paysage change. On voit le paysage pourpre et sale être troqué par des nuages et du bleu, vif. C'est d'ailleurs amusant que Eren soit représenté ainsi alors que honnêtement, même enfant, il n'est pas si naïf et innocent que ça. À l'âge de 8 ans, il a tué des adultes quand même. それを見た者はこの世界で一番の自由を手に入れた者だ。それを見た者はこの世で一番の自由を手に入れた者。 Mais bref, je dois avouer que je suis perplexe. Dans l'épisode, nous voyons que Eren est au-dessus des nuages. Il est littéralement entouré de nuages en haut et en bas, comme s'il se situait très très haut dans le ciel, bien plus qu'il ne devrait l'être. Alors que dans le manga, ce que je vois, c'est de la fumée en dessous. Certainement un mélange de vapeur émis par les titans colossaux et de poussière soulevée par ces derniers. Et là, c'est déjà plus logique. Eren enfant se trouve à la hauteur du titan originel, qui est au-dessus de tous les titans colossaux. L'anime a choisi de marquer la scission entre ce que voit Eren enfant et la réalité, parce que l'on voit bien que le ciel n'est pas vraiment tout bleu, comme c'est le cas à d'autres moments du grand terrassement, et que ce qu'il y a sous les yeux d'Eren, c'est un sol ravagé par les pas des titans. Eren, lui, ne voit qu'un paysage dégagé pur. Ce bleu symbolise son innocence. Dans le manga, c'est moins évident. L'interprétation que j'ai dans le manga, c'est plutôt que la poussière cache le paysage en bas, et que la vue est dégagée en haut, et cela donne l'illusion d'un paysage qui évoque la liberté. Je ne suis pas certain que l'auteur avait en tête de changer la couleur du ciel. Eren se fait un petit tour du monde librement, sans entrave géographique, en dégageant tout nuisible à sa liberté sur son passage. D'ailleurs, ce bleu que j'ai évoqué plus tôt va se retrouver également dans la scène où Hanji, une fois morte, retrouve ses camarades morts au combat. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas vraiment l'au-delà. J'ai vu beaucoup de gens penser que c'était l'au-delà, notamment le chef Otaku dans sa review. Et certes, c'est bien Hanji qui retrouve ses camarades, et elle est bien morte. C'est bien l'après-mort. Mais ce n'est pas l'au-delà, puisqu'on voit très bien qu'elle est au même endroit qu'à sa mort. Celui où les titans colossaux sont passés. À la différence qu'elle ne voit plus les autres titans colossaux et que le ciel est bleu, justement. Mais elle arrive bien à observer l'hydravion s'éloigner. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo quand on parlera de son sacrifice. Au passage, j'avais plus ou moins prédit cette scène depuis la saison 3, mais j'y reviendrai. Il y a une opposition entre la façon de penser assez pessimiste de Eren et celle assez optimiste d'Armin. Eren, symboliquement, lorsqu'il a découvert l'extérieur des murs, lorsqu'il est allé au dehors de ces fameux murs qui lui obstruaient sa vue vers l'horizon depuis enfant, eh bien en réalité sa vue s'est certes élargie, mais elle a rencontré un autre mur invisible en face.
Et ce mur invisible, Eren cherche à le détruire pour ainsi obtenir la véritable liberté qu'il convoite tant depuis si longtemps. Armin, en découvrant le monde extérieur, s'est heurté à la même déception. Il s'est un peu heurté au même mur invisible quelque part. Mais contrairement à Eren qui cherche à détruire ce mur, Armin cherche à le contourner, le longer, voir s'il n'y a pas un endroit au bout de ce mur, qui s'étend à perte de vue, qu'il n'a pas encore découvert, qui correspond à ses rêves d'enfant, à ces paysages magnifiques dont il rêvait. Il dit qu'il a toujours eu dans un coin de sa tête le projet d'explorer le monde avec Eren. Et Annie lui répond, sauf que le monde n'est pas si engageant que vous le pensiez. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'Armin n'est pas libre de visiter le monde librement, étant donné que c'est un Eldien. Et quand Armin répond que oui, rien à voir avec celui dont nous rêvions Eren et moi, il veut dire que ce qu'ils ont pu voir, le peu auquel ils ont accès, n'était pas satisfaisant. Mais Armin est persuadé qu'il lui reste encore quelque chose à découvrir en dehors des murs. Et moi, j'interprète ça comme quelque chose qui lui permet d'accéder à ces paysages dont il rêvait. Il veut y croire. En fait, il nourrit simplement l'espoir de pouvoir découvrir le vaste monde et ses sites naturels un jour pacifiquement. Là où Eren a perdu espoir et choisi la solution d'éliminer tout le monde pour pouvoir découvrir le monde qu'il souhaite librement. Pour revenir à son introspection, il a bien vu qu'il n'y avait pas eu d'autre solution pour sauver l'île. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode 28, lorsqu'elle quitte le congrès des Eldiens, qui était la seule chance de négocier pour une solution pacifique. La scène que l'on voit ici se déroule la veille, puisque la scène entre Eren et Mikasa où Eren venait de pleurer, celle de l'épisode 29, se déroule juste après ce que nous venons de voir là. Quand Eren joue les justiciers, il se compare à Reiner, parce que justement, Reiner lui aussi avait commis un génocide atroce, entre guillemets indirectement. Reiner c'était en brisant le mur, Eren en déclenchant le grand terrassement, et malgré tout il jouait des fiers petits soldats en sauvant par exemple Connie ou en se persuadant d'être un défenseur des murs. Eren a été déçu de voir que l'humanité a perduré au-delà des murs. C'est en rencontrant ces gens à l'extérieur que c'est devenu un Hanpana Ksoyado, half piece of shit en anglais. De la même manière que Reiner disait que c'était vivre 5 ans au milieu des imbéciles, faisant référence aux habitants des murs, qu'il a fait devenir un Hanpana Ksoyado, la même insulte. こんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。俺も同じだったよライナー。半端なクソ野郎だ。いや違う、それ以下だ。ライナー、お前と同じだよ。 Exactement la même. Les deux devenant de faux justiciers n'assumant pas leurs actes, qui ont commis ou commettront des atrocités. Il faut bien que vous saisissiez quelque chose. Une chose que SLK nous a bien démontré maintes fois. Tuer quelqu'un en face avec un couteau en le poignardant, tuer quelqu'un avec un pistolet à distance, tuer quelqu'un en le poignardant de dos sans qu'il voie son meurtrier, tuer quelqu'un par derrière d'une balle dans la tête et tuer quelqu'un en lâchant une bombe surpuissante, ce sont des choses totalement différentes. Même si ce sont des meurtres, ils sont tous très différents. Différents dans les conséquences psychologiques sur le meurtrier, sa distance par rapport à son crime et même pendant l'acte, sa détermination à accomplir ce crime. Je m'explique. Si vous tuez quelqu'un de face avec un couteau, en plus de voir votre victime agoniser, désemparée, effrayée, désespérée, etc., vous sentez son sang couler dans vos mains et vous avez un contact direct avec son corps. Vous sentez plus responsable de sa mort que si vous appuyez sur la gâchette d'un pistolet à distance et que ça tue votre cible. Bien sûr, attention, dans les deux cas, vous serez pris de remords, mais il est plus facile d'appuyer sur une gâchette que d'aller directement planter quelqu'un avec un couteau. Et si vous faites ça derrière la victime, c'est plus simple car vous ne voyez pas son expression avant de mourir. Quant à la bombe, c'est encore plus simple. Vous lâchez un explosif qui tue des gens par dizaines, centaines ou milliers, voire plus, en quelques instants. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est déclencher la bombe. Le reste se fait de lui-même. Dans Batman The Dark Knight, le Joker avait laissé le choix à deux groupes de personnes. Si vous appuyez sur le bouton, l'autre groupe meurt, mais vous êtes sauf. Si à la fin du temps imparti, personne n'a appuyé sur le bouton, tout le monde meurt. Ils n'ont certes pas appuyé sur le bouton, mais ils ont hésité. Je ne pense pas que ces simples citoyens qui n'ont jamais tué personne auraient été en mesure ne serait-ce que d'hésiter à tuer l'autre groupe, s'il fallait les tuer un par un avec un couteau. Tuer 100 personnes d'un coup avec une bombe, ou les tuer une à une en les poignardant, c'est décidément deux choses complètement différentes. Et pour ceux qui me diraient tu dis n'importe quoi, tuer c'est tuer, blablabla, sachez les amis que ce que je vous dis là est très bien illustré dans le manga. Notamment avec la scène de Eren qui veut sauver un gosse, Ramsey, alors qu'il va le tuer atrocement avec le grand terrassement. Ou encore Reiner qui se prend pour un justicier et sauve Connie, alors qu'il a détruit le mur et provoqué la mort de milliers d'innocents. Sauf qu'il ne les a pas tués directement, il a détruit un mur et c'est les titans qui les ont tués. Mais plus concrètement, Bertolt, lorsqu'il se transforme en titan colossal et provoque une explosion dans la saison 3, tue une bonne partie du bataillon d'exploration. Cependant, il n'a pas emporté avec lui en son explosion ses anciens camarades de la 104e brigade d'entraînement. Et justement, il le dit lui-même à l'épisode 17, seuls les membres de la 104e brigade ont survécu. Shojiki. Honnêtement, j'aurais préféré les emporter avec moi dans l'explosion. Me voilà face à ce genre d'épreuve à Rumin. C'est-à-dire maintenant il doit affronter
son ami Armin et le tuer de lui-même. Donc là, clairement, il préfère tuer ses amis avec une explosion sans voir l'expression de leur visage avant leur mort, et tous les tuer d'un coup, que de devoir les combattre et les tuer un par un de lui-même. Au passage, la planche en manga de Eren dans le ciel est pour moi bien meilleure que celle en animé, ne serait-ce que pour la prise de vue de Eren, et la non-adaptation fidèle de la fumée en bas. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que probablement vous avez apprécié l'analyse. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres analyses des SNK, ou par exemple, en ce moment, je fais des analyses sur la saison 2 de Vinland Saga. Alors, abonnez-vous. アルミ、私があんたのいい人でよかったね。分かった。あんたがいい人だから、私みたいな敵にも話しかけてたんでしょう。化け物の相手をすることも争いを避けるためでしょう。座りなよ。あと前にも言ったけど、いい人って言い方がやっぱり嫌いだ。僕もとっくに化け物だよ。頭のどこかでいつか。 À l'aube de la fin de Shingeki no Kyojin, les histoires d'amour entre personnages se précisent. Pour certaines, des histoires d'amour qui ont débuté dès le début de la série. La saison dernière, nous avions eu la déclaration fort touchante de Falco à Gabi. L'histoire d'amour la plus importante du récit a enfin avancé. Là où nous pensions que l'histoire d'amour entre Eren et Mikasa n'était là que pour mettre une histoire d'amour entre le personnage principal et un personnage important, comme c'est le cas dans beaucoup de mangas, il s'est avéré que celle-ci aura un rôle important dans l'intrigue même. Elle nous a déjà tenu en haleine avec le mensonge de Eren jusqu'à la révélation que justement, c'était un mensonge, la théorie que les Ackerman sont asservis à un maître, qu'ils désignent instinctivement lorsque leur pouvoir s'éveille. Dans le dernier épisode de la saison 4, avant celui-ci, on avait un focus sur cet amour, entre Eren qui demande à Mikasa pourquoi elle s'en fait autant pour lui, et Sig qui dit à Eren que si Mikasa va jusqu'à charcuter les titans pour lui, c'est certainement qu'elle est simplement amoureuse de lui. Pour la première fois, Eren prend conscience de cet amour, lui qui quand il était plus jeune ne comprenait rien à rien, était complètement aveugle, comme par exemple cette scène qui montre qu'il ne comprend rien à l'amour en général. そうですよ。ヒッチに止められたりしなかったんですか？ヒッチがなぜだ。クソが。マルロはバカなの？こいつはおかっぱ野郎ですね。なんだよ、マルロは間違ってないだろ。 Est-ce que Mikasa va réussir à surpasser son amour et le tuer? C'est tout l'enjeu de cette fin. À ce propos, j'ai une théorie. Je pense qu'elle a été foreshadow à la saison 2. À l'épisode 12, quand Mikasa se, entre guillemets, déclare à Eren et s'avance pour l'embrasser. Eren lui répond, pour l'écharpe, on peut remettre ça autant de fois que tu veux. Maintenant ou plus tard, autant de fois qu'il faut. Je pense que ça veut dire que Eren va lui remettre l'écharpe autour du cou. Surtout quand on sait que Mikasa ne porte plus son écharpe actuellement. Et que cette fameuse écharpe, qui symbolise le lien entre eux, est souvent mentionnée dernièrement. Même dans le dernier ending, Akuma no Ko, on voit Eren enfant avec cette écharpe, puis elle s'envole et se transforme en oiseau. L'importance de l'écharpe est claire. Et comme histoire d'amour supplémentaire, avant de se pencher sur le point final de celle entre Eren et Mikasa, on a celle entre Armin et Annie, que j'affectionne particulièrement. Le contraste entre la Annie toute mignonne et amoureuse qui nous est présentée dans ce double épisode, et celle qui tuait cruellement, et j'insiste sur le cruellement, des membres des bataillons d'exploration, est superbe. C'était la seule du groupe des guerriers pour laquelle je n'avais pas grande empathie, sans compter Sig. Contrairement à Reiner et Bertholdt, elle n'avait pas de regret, de culpabilité. Elle l'a confirmé à Hitch en se réveillant. Elle tue égoïstement juste pour tenir la promesse faite à son père. Un peu par facilité, pas vraiment par nécessité. Elle était assez instable. On l'a vu avec la sauterelle qu'elle a écrasée en épisode 3 saison 4, qui a été remontrée plus tard quand elle a été dégelée entre guillemets. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Quoi qu'il en soit, la scène entre Armin et Annie, où les deux s'avouent à demi-mot leur amour et rougissent, était superbe. J'ai adoré. Un couple qui va très bien ensemble parce que blonds tous les deux. Et la question du libre arbitre est remise un peu sur le tapis. De la même manière que, en tout cas je pense, Eren demandait à Mikasa pourquoi elle agissait ainsi avec lui, pour justement vérifier qu'elle ne le protège pas à cause de son sang Ackerman, qui était, je le rappelle, sa propre théorie, mais bien par amour, par sa propre volonté. Eh bien, Armin est amoureux de Annie, mais d'un autre côté, il a ingéré Bertholdt, et hérité de ses souvenirs qui lui aussi était amoureux de Annie. C'est ce qu'avait fait remarquer Eren lors de cette fameuse conversation à table à l'épisode 14 saison 4. Je pense que la réponse pour les deux couples, c'est oui, Mikasa et Armin sont vraiment amoureux de respectivement Eren et Annie. La scène où Mikasa comprend que Annie est amoureuse de Armin est aussi très mignonne, surtout dans ce contexte apocalyptique de fin du monde. 痛い。
Le sacrifice de Floch, superbe scène aussi. Le fait que, jusque son dernier souffle, il les supplie de ne pas aller arrêter le grand terrassement, ou sinon notre île, Oetachi no Shimawa, va être perdue. On a besoin de ce démon, un propos qui revient souvent dans la bouche de Floch depuis qu'il a voulu sauver Erwin. 巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。エレンは示した。戦えってな。俺たちはただ壁の中で死を待つだけじゃない。俺たちにはあの悪魔が必要だ。 C'est touchant de voir Floch se sacrifier ainsi et ses anciens camarades compatir alors que ça a été le dernier des enfoirés avec eux. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a vraiment qui pensaient qu'il était mort à l'épisode d'avant? Pour moi, ça me semblait évident que non. Ça se voyait dans la mise en scène. S'il était mort, ça aurait été montré plus clairement. À cause de lui, Angie a été obligé de se sacrifier. Enfin, obligé entre guillemets, elle aurait pu laisser un titan shifter à la place. Comme Annie par exemple, qui de toute façon ne compte pas se battre. Même si bien entendu, elle va probablement les rejoindre avec Falco en volant. D'ailleurs, ce souvenir qu'a eu Falco en rêvant, était-ce vraiment un souvenir de Sig? Je trouve ça plus logique que ce soit le souvenir d'un ancien détenteur du bestial qui s'était lui transformé en animal volant, en oiseau probablement. Quelque chose qui nous avait été teasé dès l'épisode 2 de la saison 4. Dans la scène d'adieu de Annie aux autres, on voit que tout le monde est souriant, compatissant, etc. Mais pas Levi. Lui n'a pas l'air d'avoir oublié ce qu'a fait Annie à son escouade, particulièrement à sa promise Petra. 大勢の仲間を殺してまで進んできた。そのけじめをつける。やっぱり巨人って素晴らしいな。Le sacrifice de Angie était épique. Émouvant. Le voltigeage et charcutage de titan à la chaîne avec cette fameuse insert song qu'on a déjà entendu dans les premières saisons, ça nous a vraiment ramené dans le SNK des premières heures. J'ai vraiment eu un élan de nostalgie comme ce fut le cas en saison 4, épisode 22 ou 23. C'était magnifique, c'était magique. Elle s'est sacrifiée volontairement sans chercher à voir si la Terre serait sauvée ou non. Et puis, la scène où Levi lui met la main sur le cœur avec le Shinzo Sasageo, c'était magique. Et comme je l'avais dit plus tôt, oui, depuis la saison 3, je l'avais prédit. J'avais prédit que nous reverrions Erwin et je pensais aussi que nous reverrions Bertolt. J'ai pensé ça dès la fin de la saison 3 quand les secrets de la cave ont été révélés. L'histoire des Eldiens tous reliés par l'axe, je me suis dit entre ça et Erwin qui disait voir ses défunts camarades observer, c'était très possible que vers la fin du manga on les revoie. Et cette théorie s'est intensifiée quand Angie à son tour parlait de ses camarades morts au combat qui les observent. Grâce à cette scène... ねえ、リヴァイ。みんな見てるかな。今の私たちを死んだ仲間に誇れるかな。 On a eu la confirmation que Erwin a pu réaliser son rêve par-delà la mort, de vérifier ses théories. Vérifier qu'au-delà des murs, l'humanité existe toujours. Certains diront que faire ça désamorce la mort d'Erwin et le fait qu'il a abandonné son rêve pour se sacrifier, et même la mort de Angie. Mais pour moi, ce n'est pas grave parce que ça arrive vers la fin du manga. Et pour Angie, la mort avait vraiment une dimension héroïque. Alors que Erwin c'était le désespoir, il n'y avait pas d'autre solution. Pour Angie, franchement, Armin ou Reiner, ou comme je l'ai dit Annie, auraient pu y aller. Ils auraient gaspillé de l'énergie, mais bon, il y avait d'autres solutions quoi. Pas aucune comme pour contre le titan bestial. Cela dit peut-être qu'inconsciemment, maintenant qu'on a vu l'après-mort, le grand terrassement nous révolte un petit peu moins. Cela dit, quelque chose que je me dis depuis des années, me peine encore plus. Tous ces titans colossaux que le roi Fritz a entre guillemets sacrifiés pour construire les murs, maintenant qu'on sait que conscience subsiste après la mort, ces pauvres gens sont condamnés. Condamnés à l'éternité, à ne pas mourir et à ne pas avoir de conscience. お前らからは何も奪わない。お前たちは自由だ。俺が進み続けるのも自由。互いに曲げられぬ信念がある限り、俺たちがやることはただ一つ。戦え。 La scène dans le chemin où Eren et ses amis discutent avec Eren, ce n'était pas mal. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi, même Pieck, Eren l'avait laissé libre. C'est une Eldienne, certes, mais elle ne fait pas partie de l'île, et il ne tient pas à elle. Eren enfant se trouvait aux côtés de Ymir enfant. Ymir ayant obtenu ses pouvoirs étant enfant, lorsqu'elle est morte, pourtant adulte, elle réapparut dans la dimension du chemin en enfant. Et bien de la même manière, je pense que Eren qui a eu son titan assaillant enfant, est réapparu sous cette apparence dans le chemin comme la matérialisation de son pouvoir du titan originel. La raison ou simplement le symbole derrière, mis à part l'innocence de l'enfant peut-être, j'avoue ne pas l'avoir trouvé. Petit aparté, je pense que ce mille-pattes à ce moment est un clin d'œil à l'origine de toute vie qui a donné son pouvoir à Ymir. Vous savez, depuis que j'ai vu la mère de Reiner au dîner de la saison 4
épisode 2, craché sur les Eldiens de l'île du paradis, j'avais espoir qu'elle aussi ait sa rédemption, qu'elle comprenne que ce ne sont pas des démons, et comprenne la culpabilité de son fils d'en avoir tué. Mais je me suis dit que d'ici à la fin du manga, on n'aura pas le droit de voir cette rédemption, on n'aura pas le temps. Celle de Gabi est déjà bien suffisante. Et non, je me suis lourdement trompé. On dirait bien que nous allons bientôt y assister à cette rédemption. Kalina Brown est toujours vivante et commence déjà à se repentir pour son traitement de Reiner, qui n'est pas sans rappeler celui de Grisha à son fils Sig. Et à la fin, le vieux avec son micro dit haut et fort que les forces du paradis tentent d'arrêter le grand terrassement. D'ailleurs, il dit que c'est le dernier rempart de l'humanité. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les grosses forces militaires du monde ont déjà été décimées? Ou est-ce que ça veut dire vraiment que Eren a fait énormément de dégâts à tel point qu'il n'y a plus aucune armée? Personnellement, je ne pense pas que Eren ait détruit tant que ça. Je pense qu'il a dû détruire il a dû peut-être détruire la majorité du continent de Mar, mais il y a encore beaucoup d'autres continents. Moi, je pense qu'il a tué même pas 30% de la population mondiale. Ça reste énorme, mais ça aurait pu être pire. On verra bien ce qu'il en est. J'espère juste que il n'a pas décimé tout le monde, sauf cette base. Ça serait bizarre. Moi, de ce que j'ai compris, il détruit cette base parce que c'est celle qui peut l'empêcher de continuer son grand terrassement. Celle qui est une menace pour lui. Donc le vieux dit que les forces du paradis tentent d'arrêter le grand terrassement. Entre ça et le fait que Reiner et Pieck sont alliés avec les gens de l'île, ça devrait être suffisant pour que Kalina remette en question son système de pensée. J'ai beaucoup aimé que le commandant des armées jure solennellement de ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur, s'il survit. Qu'il se rende compte de la haine gratuite dirigée contre les Indiens de l'île du paradis, conscient que c'est ce qui a engendré ce monstre d'Eren légitimement. Bon, ça sort de nulle part, puisqu'on ne connaît pas le perso, mais ça marche. Pour moi, ça fonctionne. Onian Coppon arrive à faire planer l'hydravion au-dessus du titan originel, et là on a une scène magnifique, héroïque, digne des Avengers. Décidément, dans cet épisode, on passe du désespoir avec le grand terrassement au début, à de l'héroïsme avec cette scène et le sacrifice de Hanji plus tôt. Certains diront que ce n'est pas dans la veine des SNK, surtout des premières saisons, mais SNK a changé après la cave, alors ça ne me dérange pas vraiment. Au contraire, je suis investi dans ce sauvetage du monde avec nos héros. Je suis galvanisé avec eux, comme si c'était Erwin qui me faisait un discours. Armin est devenu le leader et le protagoniste de l'attaque des titans, et aussi le major de ce qui reste du bataillon d'exploration, tandis que Eren est devenu l'antagoniste. Armin incarne l'optimisme, il prône le dialogue, essaye d'éviter la violence, de n'utiliser qu'en dernier recours, alors ce n'est pas étonnant que le ton de la série change un peu dans les scènes à ses côtés. Cette opposition me rappelle une scène de la saison 3 encore dans l'épisode 15, où Armin a tenté de discuter avec Bertolt, et Eren était surpris, mais qu'est-ce que tu fais Armin? Pour lui c'était évident qu'il faut se battre. Et Eren le dit dès le début, depuis le début du manga, il dit Tatakae, Tatakae, il le dit encore aujourd'hui, il faut se battre. J'ai adoré l'OST. Le père d'Annie, on espère qu'il va revoir sa fille. Pour remettre du désespoir, Isaema pourrait décider de le tuer juste avant que Annie arrive. Ou alors il peut simplement, pour allumer la flamme de la bataille en elle, décider de tuer sous ses yeux le père. Moi je miserai sur sa survie tout simplement. Je pense qu'à la fin de la série, le pouvoir des titans va disparaître et les titans primordiaux pourront vivre même après la fin des 13 ans. Eren lui, s'il meurt, je pense que si Mikasa arrive à le transpercer, il va lui mettre l'écharpe autour du cou et se laisser mourir comme Ymir qui n'avait plus la volonté de vivre. Et là ça serait plutôt, j'ai eu ma liberté, vous avez réussi à m'arrêter. Mikasa, tu as pu me tuer malgré ton amour, ce qui signifie que tu as bien ton libre arbitre, que ce n'est pas un asservissement à Karman ou que sais-je, alors je peux m'en aller. C'est vrai que c'est difficile à croire de la part d'un Eren qui a toujours eu une volonté de vivre implacable, mais en tout cas c'est ma théorie. Sinon le titan bestial semble être juste contrôlé par Eren via le titan marteau d'armes. Est-ce que Sig est conscient là-dedans? Qui sait? D'ailleurs on ne sait pas pourquoi le titan originel est ainsi pour Eren, si monstrueux et imposant, alors que normalement c'est un titan de taille normale. Je pensais que Ymir avait simplement accordé le souhait d'Eren de détruire le monde quand il créa sa liberté, qu'elle lui a prêté son pouvoir pour cette unique horde, mais on dirait que je m'étais trompé. Visiblement Eren possède bien le pouvoir de l'originel et peut l'utiliser comme bon lui semble. Je vous avoue que j'aurais préféré que ce soit comme j'ai dit. L'esclave qui s'affranchit de sa condition devient une femme libre et prête délibérément son pouvoir à Eren une unique fois pour le remercier. Là visiblement elle n'exécute pas les ordres d'Eren, elle partage son pouvoir avec, d'où le Eren enfant aux côtés de Ymir enfant. D'ailleurs Ramsey a vu Ymir avant de mourir, pourquoi? Alors que ce n'est pas un Eldien, Ymir peut apparaître devant les hommes comme ça, qui sait? ジークは俺が仕留める。力を貸してくれ。もう一度質問させてくれ。君のどこが自由なのかって。結局何が言いたかったんだよ。
ミカサを傷つけることが君の求めた自由か。よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。 Voilà, la vidéo est enfin terminée. Si vous avez apprécié l'analyse, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo ainsi que la commenter, me donner votre avis sur l'épisode ou sur l'analyse ou sur certains points de l'analyse. Si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Eren est libre. Et si vous voulez me parler sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire sur Twitter ou Instagram. Dans les deux cas, c'est Hiruzen TV. D'autres vidéos sur SNK pourraient sortir. Et si ce n'est pas en format vidéo long, il y aura dans tous les cas des shorts. Soit des extraits de cette vidéo, soit des shorts de points que je n'ai pas abordés dans cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Allez, Shinzo Sasageyo.